Focus, gros plan, sur un mouvement qui prend de l'ampleur aux États-Unis, le Buying Black, littéralement acheter noir ou acheter chez les Noirs, une réponse aux violences policières dont sont victimes de nombreux Afro-Américains. Depuis le début de l'année, 163 Noirs ont été abattus par les forces de l'ordre aux États-Unis. Alors ce système peut-il s'amplifier, peut-il porter atteinte à l'économie blanche? Il est parti d'Atlanta, la ville de Martin Luther King, où s'est rendu Gallagher Fenwick. Investir et acheter uniquement chez les siens, c'est le mot d'ordre que ce rappeur à succès adresse à toute la communauté noire américaine. Killer Mike est déterminé à pénaliser un système dont il estime qu'il est raciste. Les sanctions économiques, c'est son arme de choix face à l'injustice, telle que les brutalités policières. Si vous comprenez les règles de l'économie, celles-ci peuvent être utilisées comme des armes de guerre. Les foyers noirs américains représentent 1000 milliards de dollars de revenus. Mais parce qu'on dépense notre argent n'importe comment, personne ne respecte nos dollars. Ma solution pour améliorer le sort de notre communauté est de l'isoler économiquement, en mettant notre argent dans des banques tenues par des noirs, en achetant à des noirs et en étant noir. Et tout va rentrer dans l'ordre. Des milliers de personnes l'ont déjà prise à la lettre, parmi elles Sharif Abdul-Malik. Il nous invite à le filmer en train de retirer son argent d'une grande institution financière. Il explique sa démarche à l'agent. Interdit de filmer ici, notre caméra doit rester discrète. En quelques minutes, il débite la quasi-totalité de ses avoirs, plusieurs dizaines de milliers de dollars, qu'il va ensuite aller déposer dans l'une des banques en ville, qui appartient à et est gérée par des Noirs américains. Objectif de cette initiative, convaincre 1 million de personnes d'en faire de même. Les sommes en jeu sont conséquentes. Aujourd'hui, on va déposer 50 000 dollars, 10 000 en liquide et 40 000 sous forme de chèque. À Atlanta, les banques noires rapportent une progression fulgurante de leur commerce. Mais Sharif ne s'arrête pas là. Il a également créé un site internet qui ne promeut que des commerces noirs. Il nous explique qu'il vérifie méthodiquement que chaque vendeur et vendeuse est bien d'origine africaine. C'est la condition non négociable pour proposer ses services sur sa plateforme en ligne. Comment vous réagissez si un vendeur blanc s'adresse à vous et vous demande « Je suis blanc, est-ce que je peux vendre sur votre site ?» Eh bien, je lui demande s'il se considère comme étant un commerçant noir. S'il m'a déjà révélé qu'il est blanc, alors logiquement, il ne peut pas être le propriétaire d'un commerce noir. Il ne pourra donc pas vendre sur notre site. Le site propose de tout, même de la lessive élaborée, empaquetée et vendue par une entreprise noire américaine. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'aux étiquettes postales sur ces boîtes. Comme le reste, elles sont fabriquées par de la main-d'œuvre approuvée. Grâce aux relais sur Internet, parfois inspirés par le site de Sharif, les commandes décollent, selon le responsable de la commercialisation du produit. Les gens, c'est comme l'eau. Si tu viens à l'océan avec un petit seau, c'est tout ce que tu ramèneras. Sharif améliore nos ventes car il nous envoie beaucoup de gens et nous donne accès à un marché bien plus grand. Plus les gens nous voient et plus on peut vendre. We want to start producing our own everything, you know, from toothbrushes to toothpaste to deodorant. I mean, just everything. Everything that we need. Celles et ceux qui partagent la logique de Sharif se défendent de vouloir établir une société parallèle au sein de la nation américaine. L'Amérique nous a relégués à un rang inférieur, on veut s'éloigner de ce statut. Personne ne dit que nous ne devrions plus interagir, travailler et commercer avec les autres. Mais désormais nous le ferons tout en nous assurant que notre dignité est maintenue, protégée et restaurée. Je ne pense pas comme une négresse, je pense comme une reine. Mon premier objectif, c'est de gouverner ma propre vie. Je sais que la seule manière de détruire le système raciste de la suprématie blanche, c'est de nous lever et de faire nos propres lois.
Le mouvement a pris de l'ampleur, mais il fait également face à des défis immenses. Sharif regrette notamment les divisions profondes qui persistent au sein de cette communauté. Il affirme être frustré par le fait que certains des Noirs américains les plus riches se sentent, selon lui, rarement concernés par ce genre d'initiative. Et retour en plateau avec notre invitée, Rokhaya Diallo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteure et réalisatrice du documentaire Les réseaux de la haine. D'abord, quel est votre regard sur ce système de Buying Black ? Alors c'est un système qui est intéressant et qui s'inscrit dans un contexte où on a vu avec l'actualité qui traverse l'Atlantique que de nombreux Noirs américains sont exposés à des violences policières qui parfois et malheureusement trop souvent conduisent jusqu'à la mort. Donc ce système-là vient à la base, je pense, d'une initiative qui consiste quelque part à boycotter un système qui est oppressant pour les Noirs américains. Donc c'est évidemment c'est une société qui est différente de la nôtre, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait directement reproduire en France, mais pour moi c'est une forme de réaction de la part des Afro-Américains qui participent à l'économie américaine mais finalement en bénéficient très peu puisqu'ils font partie des couches sociales les plus pauvres. Est-ce que c'est pas promouvoir le communautarisme, isoler une partie de la population contre une autre, opposer une partie contre une autre? Le fait est que la population afro-américaine est déjà statistiquement isolée, elle fait partie, comme je viens de le dire, des populations les plus pauvres, elle est une population qui alimente largement la population carcérale. Les États-Unis, depuis leur création, historiquement, ont été créés sur le dos des Noirs, avec l'exploitation de leurs forces, sans qu'ils en bénéficient directement. Donc les États-Unis sont véritablement construits sur le dos des minorités, d'abord en éradiquant la minorité native américaine, donc les Amérindiens, puis après en déportant en fait par millions des esclaves venus d'Afrique qui ont travaillé gratuitement, qui ont construit véritablement l'Amérique, sans jamais finalement tirer aucun bénéfice de cet argent qu'ils ont construit. Donc aujourd'hui, il s'agit de dire nous refusons que notre argent continue à alimenter un système qui finalement nous est désavantageux. Et puis la deuxième chose, c'est de dire il faut que les Noirs parviennent aujourd'hui à construire une force économique parce que pour peser dans le débat politique, on le sait, aux États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement capitaliste, il faut avoir un pouvoir d'achat important. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Le pouvoir d'achat des Noirs est extrêmement réduit par rapport à celui des Blancs. Puis même leur espérance de vie, parfois on peut même la comparer à celle de pays africains qui sont des pays moins, entre guillemets, développés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important. Ce que dit ce monsieur, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas de fonder une société véritablement ségrégée, mais temporairement d'organiser un système qui permette aux Noirs de s'élever au même niveau finalement que leurs concitoyens blancs. Et quitte à s'opposer aux Blancs ? Je crois pas qu'il y ait une opposition, simplement il s'agit aujourd'hui de dire que temporairement on unit nos forces en fait pour finalement parvenir à avoir un poids réel sur l'économie américaine et ce poids économique leur permettra aussi d'impulser des politiques quelque part qui vont jouer en leur faveur parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et je crois que aux États-Unis, on le sait, sur les campagnes présidentielles par exemple, sans argent il est extrêmement difficile de faire entendre sa voix. Est-ce que Barack Obama, qui a été au pouvoir pendant 8 ans finalement, n'a pas amélioré les conditions de vie des Afro-Américains ? Alors, l'arrivée de Barack Obama, c'est de manière certaine une avancée symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un noir peut exercer la magistrature suprême aux États-Unis et le faire de manière tout à fait compétente. Pour les enfants qui ont grandi, qui sont nés en 2008, au début des années 2000, ils ont, notamment les enfants noirs, dans leur imaginaire, ils peuvent se représenter l'idée qu'étant adultes, ils peuvent devenir présidents. Donc symboliquement, c'est une avancée extrêmement importante. Mais paradoxalement, son arrivée, en fait, à ce niveau-là, a fait peur à beaucoup d'Américains qui étaient racistes, notamment ceux qui imaginaient en fait que le pays était un pays qui devait nécessairement être gouverné par des blancs. Et donc on a une réaction extrêmement négative avec l'augmentation des achats d'armes à feu, l'augmentation des crimes racistes, qui quelque part est une manière de faire payer aux Noirs le fait qu'une famille afro-américaine soit à la Maison Blanche. Donc je crois que l'arrivée d'Obama a été le révélateur de tensions racistes qui n'étaient pas complètement apaisées depuis la ségrégation et l'esclavage. Où ira le vote noir aux États-Unis à la présidentielle ? Vers Hillary Clinton ? Je pense qu'il est assez peu probable qu'il aille vers Donald Trump, étant donné les propos extrêmement agressifs qu'il tient à l'encontre de toutes les minorités, qu'elles soient latino, afro-américaines. Traditionnellement, les Afro-américains votent démocrate. Pour Barack Obama, ils ont voté à plus de 90%. Bill Clinton est extrêmement populaire auprès des Afro-américains et par capillarité, Hillary Clinton bénéficie aussi de cette popularité qui était celle de son mari. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais aux États-Unis, d'assister à un meeting d'Hillary Clinton au milieu
d'une population afro-américaine, je crois qu'elle est quand même très très appréciée d'eux, même si elle n'est pas forcément très très populaire auprès de la population générale américaine. Pour revenir sur ce mouvement Buying Black, c'est un vrai mouvement qui s'est installé dans la société américaine ou pour l'instant est-ce que c'est marginal? Alors c'est un mouvement qui pour l'instant est très localisé, hein. Là il s'agissait d'Atlanta. Pour moi je peux le rapporter à un autre mouvement qui était né en 2014, qui s'appelait, c'est un hashtag Not One Dime. En fait une militante new-yorkaise avait décidé le jour du Black Friday, donc c'est le jour qui suit Thanksgiving, donc qui est le plus gros jour d'achat aux États-Unis, de dire bah écoutez nous ce jour-là nous les Noirs on décide de ne pas dépenser. Et avec un hashtag, elle a vraiment, le hashtag s'est répandu, a été relayé par des stars américaines et il a été observé que ce jour-là les ventes de biens de manière générale de consommation ont baissé. Donc c'était vraiment un mouvement de boycott pour dire ce système-là nous opprime. Il s'agissait pas à ce moment-là de dire on va acheter noir, simplement on ne va pas consommer pendant 24 heures. Donc je crois que c'est quelque chose, en tout cas un moyen d'action qui peut peut-être perturber l'économie américaine et les conduire à réfléchir, parce que c'est toujours l'économie qui a fait bouger finalement les droits des Afro-Américains. Et il y a ce genre de mouvement ailleurs, aux États-Unis, en Europe, en France? Aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de mouvement. En tout cas, l'idée de se dire qu'il faut acheter auprès des minorités, mais en tout cas, il y a une réflexion qui se mène, notamment avec les organisations qui se disent non mixtes, qui réunissent des gens qui sont non blancs, pour réfléchir ensemble à leurs conditions minoritaires. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que quand même les droits civiques ont avancé dans les années 50, notamment sous l'impulsion de Martin Luther King et Rosa Parks. Ça a commencé par un boycott. Ils ont boycotté une organisation de transport en disant voilà, puisque on est obligé de s'asseoir à la fin du bus, à l'arrière du bus, pardon, on ne consomme pas vos transports. Et c'est plus de 300 jours de boycott qui ont conduit à l'avancée. Donc je crois que l'économie aux États-Unis, ça permet vraiment de faire avancer les droits civiques. Merci beaucoup Rokhaya Diallo d'avoir été notre invitée, journaliste, auteure et réalisatrice donc de ce documentaire Les réseaux de la haine. Merci à vous, bonne journée et retour tout de suite du journal dans 5 minutes, 14h30.